Juste un coup d'œil pour les gosses là-haut qui s'amusent et perdent leur aplomb dans les ornières. Pas de paroles inutiles. Un regard de côté sur les routins de traverse pour mesurer le chemin restant à parcourir. Le pas est lent. Le pied s'arrache à peine. La terre enfonce. Le regard tombe sur le sabot qui traîne. Homme de grand matin, dur au mal. Homme de granit, tassé avant l'âge qui prenne les saisons comme elles viennent. Homme de belle humeur et de grand ouvrage, qui cale la fourche dans le creux de l'épaule et qui trouve encore le temps de loger des éclats de rire au creux de leur sillon. Ramasseur de choux de la Toussaint, homme des missions de Montfort, qui ne savent pas encore que d'ici quelques mois, ils sortiront d'eux-mêmes, laissant loin derrière eux les angoisses du pain quotidien. Vendéens, d'avant la Vendée. Qui arrive. J'aime le vent des cloches qui m'annonce l'orage. Mais pourquoi ont-ils fait taire les cloches? Leur trop long silence est devenu intolérable. Et la bourrasque de 1793 va déferler sur ce pays en accord d'une lugubre désespérance. Ils ont proféré des blasphèmes contre la religion, ils ont proscrit les prêtres légitimes, ils ont indigné le cœur, ils sont venus jusqu'au pignon de la ferme, ils ont réquisitionné les hommes, et ils ont provoqué la révolte. Alors, embusquée dans ces chemins creux et formant le faisceau de tous les héroïsmes, la Vendée se refuse, se redresse, s'embrase et puis s'élance. Chaque métairie donne un soldat, chaque logis donne un chef,
Chaque homme debout est un croisé, chaque homme à terre sera un martyr. Dans plus de 600 paroisses, le tocsin épelle la délivrance. Les moulins, dont les ailes ont un langage, dictent les messages de soulèvement. Blessure d'honneur pour soulever cette armée des ombres. Combien aura-t-il donc fallu d'humiliation pour faire d'un bûcheron tranquille, qui de père en fils poussait la même cognée dans la même forêt, un tireur embusqué prêt à mourir entre les arbres qu'il chérit, pour faire d'un laboureur qui depuis 1000 ans ne vit que pour ses semailles, un rebelle désespéré qui abandonne son sillon au chardon. Nous pleurons, nous les femmes, car déjà nous savons. Postés au bord du chemin de Genêt, nous regardons les chefs qui passent. Cet été 1793, il n'avait pas encore 20 ans. Il était garde au Puy du Fou. Il s'appelait Jacques Maupelier. Avec ses frères et ses voisins, il s'en est allé au combat, comme il s'en allait à l'ouvrage, avec les armes de la grange. Sa faux qu'il avait emmanchée droit pour en faire une baïonnette, sa fourche qui lui servait de pic, un aiguillon qui lui servait de lance. Il n'avait pas peur, le petit. Ainsi que le disait son père, le courage s'accomplissait en lui comme la marche ou la respiration. Chaque fois qu'entre deux chocs, il revenait à la maison, changé de chemise, son visage s'assombrissait un peu plus. Ses vêtements sentaient la poudre et les charpentes carbonisées. Ses yeux flottaient, il faisait claquer ses sabots comme un homme. Et dans un furieux sursaut de rage impuissante, il criait le nom de ses compagnons que les balles avaient soudain rejetés au revers du fossé comme des fleurs fauchées. Un jour, il s'est mis à pleurer. Il enrageait, courant là-bas dans la prairie éclaboussée de sang et de boue face au château en flammes. Sa lèvre inférieure tremblait sur ses dents serrées. Lui non plus n'avait rien pu faire. Les colonnes infernales de Turreau étaient passées.